Parfait. Deuxième chose, je n'ai pas une voix de rocker naturellement, c'est juste que j'étais assommé de grippe la semaine dernière et c'est ma troisième intervention de la journée, mais tout va bien. Je pourrais regretter ça demain. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle en effet Antonin Adjé, je suis écrivain, mais pas que. Alors d'ailleurs, hop, pour être un peu plus précis, donc j'ai deux casquettes. La première, c'est une casquette, on va dire, artistique, qui est que je suis écrivain de science-fiction, donc j'imagine des histoires qui se passent dans le futur. Dans le café, j'imagine par exemple un nouveau réseau social qui permet de partager ses émotions. Il y a toute une réflexion sur les conséquences sociales de ça. Il y a moins de racisme, mais il n'y a plus d'émotions privées, etc. Donc c'est les fameux débats entre la, la- la- moins de liberté mais plus de sécurité. C'est un peu ce qui se passe. Et ça m'en réfléchir à tout ça. Et ma deuxième casquette, c'est que je ne suis pas que lyonnais, je suis aussi à Londres la moitié du temps, voire un peu plus, et je fais une thèse en psychologie sociale sur les théories du complot. Donc, vous voir, c'est des dessins pas du tout subtils. Donc voilà, et en fait, ma question, alors c'est pas prouver que les théories du complot, c'est pas bien ou c'est faux, parce que c'est globalement, on sait que la Terre est pas plate, c'est plutôt de réfléchir à pourquoi on y croit, et mon angle précis, c'est quels sont comment dire, les liens qu'on peut trouver entre la croyance complotiste et la pensée politique. Alors, pour en parler très rapidement, c'est très simple. Par exemple, on sait que plus une personne est aux extrêmes de l'échiquier politique, surtout à droite, plus on sait qu'elle a tendance à croire au théorie du complot. C'est-à-dire qu'une personne qui est par exemple à l'extrême droite et dans une moindre mesure à l'extrême gauche va plus avoir tendance à penser qu'il y a des mensonges organisés, orchestrés, de manipulation des masses, etc. Attention, hein, je ne dis pas que les politiciens sont tous gentils et n'essayent pas, n'ont pas des agendas, c'est pas le but, mais l'idée qu'il y a une sorte de quelque chose d'acté, d'assumé sans preuve, donc la croyance complotiste, elle se retrouve plus là, par exemple. Et on voit aussi, par exemple, aux États-Unis, c'est flagrant, si tu es trumpiste, c'est le bingo de toutes les théories du complot, hein. Le réchauffement climatique n'existe pas, les élections de 2020, elles ont été volées, etc., etc. Alors qu'une personne qui va soutenir plutôt Joe Biden va croire à certaines théories du complot, surtout ce qui concerne Trump. Par exemple, c'est une marionnette au monde de la Russie, mais il va plus croire. Voilà. Donc en fait, c'est important parce que les théories du complot, c'est très politique au final, pour plein de raisons, et notamment parce que c'est une manière de voir le monde et qui est associée à certaines tendances politiques. Voilà. Donc c'est ce que j'étudie. Donc voilà mes deux aspects. J'aime bien parler des deux parce que c'est important de ne pas trop se séquencer comme ça, l'artistique d'un côté et le scientifique, parce que c'est la science, la psychologie de l'autre, montrer plutôt clair. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bah, pas exactement des théories du complot, mais de la vérification d'informations, parce que bah, c'est des formations que je fais moi auprès des élèves, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre ça, parce qu'on, mais moi, on progresse tous les jours, j'apprends des choses tous les jours, et je me fais encore avoir sur les réseaux tous les jours, donc c'est pas une histoire, il n'y a pas de... C'est pas l'Everest, hein, c'est pas une fois qu'on arrive au sommet, c'est bon, on peut se reposer, c'est en fait, c'est plutôt Sisyphe, quoi. Alors, justement, on va commencer par une question très simple. Vous, comment vous faites quand vous tombez sur une information en ligne, à la télé, dans un journal, quelle que soit votre source d'information, c'est quoi les critères automatiques que vous allez avoir pour vous dire cette information, elle est plutôt vraie ou plutôt fausse? Quels sont les critères? C'est pas un piège, hein, on a les mêmes critères grosso modo, mais c'est pour les mettre en avant de manière officielle. Ça dépend de la source. Si c'est une source qu'on considère comme fiable, voilà. Exactement. Est-ce que la source est fiable? Est-ce que c'est, par exemple, Le Monde ou un compte anonyme où on ne sait pas qui est derrière? Bah forcément, même si Le Monde dit parfois des fake news, on va avoir un critère de confiance peut-être plus élevé si on a confiance. Et après, ce qui est intéressant, on va voir, c'est que toute personne n'attribue pas le même niveau de confiance à telle source. C'est-à-dire que moi, par exemple, si Le Monde met une information dans un pays, bon, j'ai tendance à y croire, il y a des complotistes qui vont dire, ah, parce que c'est Le Monde, je n'y crois pas, parce qu'ils sont un organe de propagande de l'État, patati patata. Donc voilà. Mais bon, en gros, là on est d'accord, c'est que on a des critères de confiance sur certaines sources par rapport à d'autres. Parfait. Quels sont vos autres critères de confiance? Ben, en général, on croise les sources, quoi. Croiser les sources. En gros, est-ce que plusieurs sources en parlent? Si demain on apprend que, je sais pas, euh, Emmanuel Macron a décidé de partir sur la Lune, bon, s'il y a un seul journal qui en parle, je vais pas trop y croire. Par contre, si plusieurs journaux commencent à en parler, on peut se dire qu'il y a plus de raisons d'y croire. Encore une fois, ça dépend de la source aussi. Oui, Les mises à jour, enfin, quand c'est sorti, ouais, si c'est quelque chose qui date d'il y a 5 ans, bien sûr, effectivement. quelque chose. Si l'information, elle date de, je sais pas, de 2000 ou 2001, et que c'est un sujet, par exemple, scientifique, peut-être qu'il faut vérifier s'il n'a pas été mis à jour. Ou, oui, tout à fait, tout à fait.
Par exemple, les premiers articles sur le Covid en 2020, mais c'est normal, ils sont complètement obsolètes maintenant. Et c'est normal, parce que, en plus, sur une démarche scientifique, il y a toujours des remises en question. Oui, Le média? le média. Alors, la source, ça peut être soit la personne qui va parler, mais ça peut être le média aussi. Est-ce que ce média, on lui fait confiance ou pas? Monsieur Angela, je crois qu'il y a des fourmis qui m'ont grimpé de partout. Ah bon? Ouais. Ah bon, pardon, petite parenthèse, c'est pas que fake news. Ok, donc le média, la source, le nombre de sources. Alors, il y a un truc que je dis souvent moi aux élèves, et en fait, c'est tellement évident, et c'est même le critère principal qu'on oublie, c'est est-ce que ça paraît vrai? La crédibilité. Ouais. Eh oui, mais en fait, si, encore une fois, si moi on me dit que Emmanuel Macron vit, je sais pas, à partir de la fusée d'Elon Musk, ouais, je pourrais y croire. Mais voilà, je vais me dire, bon, j'ai un critère de 20% de croyance, quoi. Par contre, si j'apprends que demain, en solidarité au président grec qui a failli se faire bombarder en Ukraine, Macron décide d'y aller. Je me dis, oui, là, il est en mode plutôt véhément avec l'Ukraine. Ça, voilà. Donc, en fait, en fonction de nos connaissances du monde, on va plus ou moins y croire. Et là, c'est intéressant déjà, c'est que ça dépend de ce qu'on sait du monde. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est durant le Covid, justement. Moi, je me suis beaucoup renseigné. C'est là où j'ai repris mes études en psychologie. Et moi, par exemple, enfin, c'était un débat sur les vaccins, et je connaissais quelqu'un, mais pas complotiste, un peu et tout, qui me disait, ah, moi, je trouve ça bizarre, un vaccin, ça fait moins d'un an que le virus est là, et le vaccin est déjà arrivé. Réflexion tout à fait pertinente. Parce que cette personne-là, il est maçon, il n'était pas, voilà. Et après, j'ai écouté des scientifiques qui me disaient, en fait, c'est logique parce qu'il y a plusieurs critères qui expliquent cette rapidité. On a mis beaucoup d'argent dans la recherche de vaccins. C'est une souche qu'on connaissait déjà. Le Covid était déjà arrivé à Hong Kong 15 ans plus tôt, le SARS-CoV-1. Et toutes les équipes mondiales ont travaillé ensemble. C'était du jamais vu. Donc, en fait, ce que ça prouve surtout, c'est que si on met de l'argent et qu'on travaille ensemble, ça fonctionne. Bon. Mais si on n'a pas cette connaissance-là de comment fonctionne une recherche médicale, c'est normal qu'on se dise, je trouve ça bizarre que le vaccin sorte aussi vite. Surtout que le cancer, le vaccin n'est pas là. Et c'est pareil, un cancer, c'est pas une maladie, c'est 15, 20, 30 maladies. Donc, c'est en fonction de ce qu'on sait du monde, on va estimer si l'information est plutôt crédible ou pas. Alors, je crois que j'ai dit à peu près tout. Donc voilà, est-ce que la source est fiable? Est-ce qu'il y a plusieurs sources? Est-ce que les preuves donc là, sont suffisantes aussi? On affirme un truc incroyable et il y a zéro preuve. Ah ben non, j'y crois pas. Est-ce que l'interlocuteur est fiable? Et aussi, ça c'est important, on l'oublie souvent, mais et les autres, ils en pensent quoi? Et là, on va se dire, bah, attendez, les autres, moi je suis pas un mouton, j'écoute pas ce que disent les autres. Et en fait, si. Et c'est très bien de faire comme ça, c'est parce qu'on est des animaux sociaux. Et un exemple que je sors toujours, parce que je trouve très intéressant, c'est je dois acheter un nouveau chargeur pour mon téléphone, d'accord? Et j'ai le choix, je vais sur Amazon, premier choix, chargeur téléphone, voilà, 15 euros, une étoile sur 5. En commentaire. 1000 commentaires, enfin 1000 votes. Deuxième chargeur, 16 euros, 1 euro de plus, 5 étoiles sur 5. Je prends lequel? Combien de commentaires sur le deuxième? 1000. Aussi? 1000 votes de la LDK. Parce qu'effectivement, s'il n'y a que 2 votes, on va être honnête, on va prendre. Donc, moi, je veux un euro de plus. Je veux un euro de plus. Parce que de fait, malgré tout, je fais confiance. Si 1000 personnes jugent positivement un chargeur par rapport à un autre, je vais suivre ce mouvement-là. Mais c'est normal de faire comme ça. Enfin, c'est ce qui nous a permis de faire une civilisation d'ailleurs. C'est la base de la civilisation, c'est d'écouter les autres, etc. Et c'est pareil, même sur Twitter, par exemple, les notes de communauté. Alors certaines sont fausses, on va voir. Mais si les gens critiquent, en plus sur les réseaux, tout va très vite. Donc moi, j'ai pas le temps de vérifier. Mais si j'ai plein de commentaires qui disent c'est faux, là, j'ai une petite alarme. Et si ils ont des preuves que c'est faux, c'est faux et ils annoncent, et ben là, peut-être que je vais changer d'avis par rapport à un truc que j'ai vu. Donc, en fait, les commentaires et critiques, ce sont des points pertinents. Ce sont des points pertinents. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut suivre tout ce que disent les autres, parce que, voilà. Et aussi, un chargeur téléphone, c'est neutre politiquement. Sur des débats politiques, des classes de niveau, par exemple, c'est plus compliqué que ça, forcément. D'accord? Alors, on va creuser un petit peu ces différentes listes, et vous allez voir que ce sont des critères qui ne sont pas absolus. Par exemple, l'information paraît être crédible. Très souvent, ça fonctionne. Par exemple, si je vous montre cette photo, sauf pas crédible que de pape et trucs de bah non, d'accord, oui, ok. De base, je ne crois pas, le pape a généralement des tenues plutôt solennelles. Ça semble être une grosse photo faite à l'IA, ce qui est le cas. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer deux autres infos. Ok? Première information, la Vegan Society aux États-Unis demande la fin des biscuits en forme d'animaux. La deuxième information,
il existe une espèce de méduse immortelle. Maintenant, j'ai une question pour vous. Parmi ces deux infos, c'est laquelle est vraie, quelle est fausse? Les biscuits, c'est vrai. Les biscuits, c'est vrai. Alors, qui vote que les biscuits, c'est la vraie information? Un vote, deux votes. Vous n'avez pas de noter, hein, je suis pas pour. Voilà. Levez la main, levez la main, levez la main. Qui pense que les biscuits, c'est vrai? Ouais, levez la main. Ok. Qui pense que les méduses, c'est vrai? Ah, c'est pas mal. Moitié-moitié, 50-50. Sachez que la deuxième partie a raison. Les véganes n'ont pas demandé la fin des biscuits pour les animaux. Pour l'instant, Pour l'instant, peut-être. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'on façon du biais de confirmation. C'est-à-dire que ça vous paraît crédible aussi parce que ça confirme peut-être ce que vous pensez des véganes qui, des fois, balancent de la peinture, de soupe à la tomate sur le panneau, etc., etc. Vous avez la graisse animale. donc c'est pour ça. Voilà. Alors, vous voyez, alors finalement, ce qui paraît crédible, des fois, ça ne marche pas. Parce que ça paraît peu crédible que l'espèce de méthode soit immortelle, c'est plutôt vrai. Ça peut paraître crédible que certains véganes demandent la fin des biscuits sont des animaux, et c'est vrai que c'était pas vrai. Donc, pardon? et ça vient des États-Unis. Mais en plus, c'est États-Unis, les États-Unis, voilà. Donc, c'est intéressant de voir que la crédibilité, ça ne marche pas toujours. Est-ce que beaucoup de sources en parlent? Ça, c'est une question aussi que tu as soulevée. Et effectivement, par exemple, ça, la Suisse devient le premier pays à faire du sexe en sport. C'est la seule source de cette information. Est-ce que ça vous paraît vrai? Doutez maintenant. Hein. La réponse est non. La réponse est non. Bien évidemment, c'est n'importe quoi. Et donc, on a bien fait de se dire, comme très peu de journaux en parlent, il y a des chances que ce soit faux. Maintenant, si vous vous rappelez, il y a quelques années, en Écosse, on était persuadés d'avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et tous les journaux français ne sont pas du sujet. Et tous les journaux français avaient tort. Ils ont été emballés à course-buzz et ils ont transféré. Alors, ils sont supposés, mais il n'empêche que là, il y a une grande couverture médiatique d'une fake news. Donc, encore une fois, c'est pas toujours le cas. C'est parce que beaucoup de journaux reprennent une information que c'est forcément vrai. Est-ce que les preuves sont suffisantes? Alors, c'est pareil. C'est quoi une preuve? À quel moment est-ce que c'est une preuve? Par exemple, si je vous dis que Macron est souvent à l'Élysée, que vous voulez une preuve pour affirmer que ce soit vrai? Les présidents. Les présidents, jusque-là, ça va. Tant que le contrat location est ça va. Exactement. Si je vous dis que Macron a rencontré Vladimir Zelensky et que je vous montre cette photo, est-ce que ça vous suffit comme preuve? C'est un président qui parle au nom du président, il y a des circonstances qui font qu'ils se rencontrent, la photo, ça me va. Maintenant, si je vous dis que Macron a rencontré un alien, et voici la photo, est-ce que ça vous suffira comme preuve? Non. Voilà. Après, encore une fois, alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu, on a vu ce matin, c'est une affirmation extraordinaire demande des preuves extraordinaires. D'accord? Ça, c'est pas extraordinaire vu du contexte. Ça l'est un peu plus. Ça l'est un peu plus. Effectivement, il faudrait un peu plus de preuves que le photo, surtout à l'époque des IA. Ok. Une autre raison, une autre importance du contexte aussi, et des preuves visuelles notamment. Je vous montre une petite vidéo. La vidéo ne marche pas là-dessus? Ah si, ça marche. Voilà. J'ai gagné. Okay. Et là, en théorie, vous voyez ça, et les élèves aussi, on se dit, bon bah, donc en gros, bon, ça me fait rire, elles sont cette mort, elles sont pas mortes. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, oubliez 7 secondes, je vais vous raconter une histoire qui n'a rien à voir. Rien à voir, vraiment. Ouais, ça se passe où ça d'ailleurs? On ne sait pas. On ne sait pas. Laissez-moi vous raconter une histoire. Alors, début février 2022, il y a des militants écologistes qui ont fait une manifestation en Autriche pour dénoncer les morts invisibles du réchauffement climatique. À cause du charbon et tout. Ils sont mis dans des sacs mortuaires, ils sont rangés par terre pour dénoncer ces fameux morts. Et on a fait un reportage dessus. Donc cette vidéo vient d'Autriche. Sauf que si j'enlève le contexte, la guerre arrive, donc il y a un bandeau ici qui nous parle de l'Ukraine. Il y a Franck sur Twitter qui nous explique qu'il y a eu des morts en Ukraine, notre cerveau, il fait un lien. Et donc on a une preuve visuelle, c'est une preuve, hein. C'est pas une fake news, c'est pas un montage, mais le contexte a été changé. Et ça arrive très souvent. Alors je ne parle pas souvent aux élèves parce que c'est. Mais
Effectivement, vous savez qu'il y a un conflit très meurtrier, notamment à Gaza. Et il y a plein de vidéos. Alors, il y a plein de vidéos, en même temps, c'est pas facile de filmer, mais il y a aussi beaucoup de vidéos, par exemple, de la Syrie qui reviennent, etc., qui viennent sur des réseaux sans contexte. Et nous, on se dit quoi? Je sais qu'il y a le conflit. Maintenant, je vois une vidéo de conflit, ça vient de Gaza. Mm. Maintenant. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que, en fait, le cerveau, il n'aime pas qu'on n'ait pas le contexte. Il va en recréer un, même s'il est faux. Et donc, les preuves visuelles, elles peuvent être vraies, factuelles, mais juste sorties de leur contexte, et nous manipuler. Ensuite, est-ce que l'interlocuteur est fiable? Par exemple, vous ne le connaissez certainement pas, mais c'est le groupe directeur du GIEC qui fait des rapports pas du tout anxiogènes tous les ans, gros comme ça, pour nous expliquer qu'on va tous mourir. Est-ce qu'il vous semble, est-ce que ce sont des personnes fiables? Oui. Je pense aussi. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs qui passent depuis 20 ans, qui potassent des milliards de données, qui font ce qu'on appelle des méta-analyses, donc c'est des analyses d'études, plein d'études. Quand ils disent un truc sur le changement climatique, personnellement, je tendance à les croire. Donc, un interlocuteur fiable, par défaut, et puis je n'ai pas les connaissances pour juger, je les crois. Deuxième exemple. Voilà. Ah oui. Fameux. Didier Raoult, qui a été un chercheur reconnu, Oui. vraiment, enfin, Ouais. parce qu'il dit que c'est le plus grand cité, alors c'est pas vraiment vrai, parce que c'est, en fait, le problème c'est que l'important c'est pas tant s'il y a son nom sur une étude, c'est si c'est au début, parce que si tu es directeur d'études et que tu signes sans regarder 3 études par semaine, tu vas être le plus cité, mais c'est pas forcément toi qui as écrit les études. Mais bon, autre débat. Il avait des vraies connaissances, une vraie expertise. Moi, ma théorie, j'ai lu ses études. J'ai lu ses études sur la chloroquine, c'est n'importe quoi. Il a fait son groupe témoin n'avait pas le même âge que le groupe qui a testé son produit. Enfin, voilà. Mais bon, je suis pas chercheur. Je suis pas un chercheur. Lui, c'est un chercheur reconnu sur la violence. Mais il n'empêche, il a dit un peu n'importe quoi. Sauf que, voilà. Donc, c'est une personne d'autorité qui a un argument d'autorité, mais qui dit n'importe quoi. Alors, je pense que c'est plus exception que la règle. Mais c'est aussi l'exception qu'on va mettre en avant. C'est l'exception qu'on va mettre en avant. Donc voilà. Donc, c'est pareil. De prestige, l'autorité est souvent légitime, mais pas toujours. Ensuite, sur des commentaires, il y a un truc qui est arrivé sur Twitter il n'y a pas longtemps, qui s'appelle une note de communauté, qui est un outil plutôt efficace. En gros, c'est si l'info est fausse, par un système de vote et d'écriture, on peut mettre des correctifs, qui sont des notes avec des sources, donc c'est un peu comme Wikipédia, et qui permettent de corriger. C'est très intéressant, notamment quand il y a des fausses pubs avec du dropshipping, par exemple, on dit ah non, ça c'est faux, etc. C'est assez intéressant, et tant mieux. Moi, je trouve ça intéressant, c'est une participation citoyenne d'esprit critique, et donc je vais faire confiance à la communauté qui met ses correctifs. Le problème, c'est que c'est pareil, des fois, ils mettent n'importe quoi. Par exemple, là, il y avait des inondations en Espagne. Le commentaire a dit que ce n'était pas le cas, c'est dans un autre pays. Il s'avère que le commentaire mentait. Et donc là, on peut être sur quelque chose de plus perverse. Puis c'est aussi un moyen de nier le changement climatique, donc c'est assez politisé. Donc voilà, pareil, les critiques, les commentaires des personnes, bah, c'est bien tant que c'est correct. C'est pas infaillible. Pas faillible. Et c'est pour ça que Wikipédia, par exemple, c'est faillible. Pas parce que tout le monde peut commenter, mais parce que justement, il y a des règles très rigoureuses sur comment on peut commenter, comment on peut sourcer, etc. Wikipédia est très très fiable. C'est plus fiable qu'une encyclopédie classique, mais c'est parce que aussi il y a des règles, que c'est pas n'importe qui peut modifier n'importe quoi. Des modérateurs. Il y a des modérateurs, il y a des obligations de citation, etc. D'ailleurs, la démarche scientifique, c'est ça. Hein. C'est la fin d'un truc, tu cites, hein, pour qu'on puisse vérifier par toi-même si c'est toi ou pas. La beauté de la science, c'est que justement, il y a plein de mécanismes pour éviter des propres biais personnels. La revue par les pairs, par exemple, c'est très intéressant. C'est-à-dire que moi, j'écris un article de science, il y a des scientifiques qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, qui vont relire mes textes, pour dire ça c'est faux, ça faut qu'ils trouvent, et ils vont être insupportables. Mais au moins, ça va me forcer, moi, et en fait, c'est ce retour-là. Exigence. Alors, c'est pas parfait, hein, il y a plein de défauts, mais c'est plus fiable que si j'écrivais tout seul dans mon coin, n'importe quoi. Et ceux qui ont critiqué Diderot, c'était pas que c'était jaloux, hein. C'est juste que, déjà, au début, il n'a pas donné ses données, il faut. Et ensuite, quand on a accès à ses études, moi, je pense qu'il était convaincu d'avoir raison. Mm. Et donc, il était sur une sorte de biais de confirmation. Et après, je pense que maintenant, il le sait qu'il a fait n'importe quoi, mais trop tard, quand on s'est engagé, on verra ça tout à l'heure, quand on s'est engagé socialement dans quelque chose, Ouais. Par C'est- contre, maintenant, il est totalement discrédité. complètement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va être plus dans une démarche presque complotiste, sans qu'il ne soit vraiment du même. Je pense c'est juste que c'est le seul public qui lui reste, qui va être dans une contestation par défaut des autorités scientifiques, etc. Je dis pas que la science est parfaite ou qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts, hein, c'est pas du tout mon propos, mais je dis que déjà ça se prouve.
et aussi que il y a des trucs qui fonctionnent bien en science. Donc ça pour dire que ces différents critères, ils sont utiles, mais ils sont pas faits à 100%. Et ça, alors je dis aux élèves, je dis pas tant que ça, parce que si à 14 ans je commençais à leur dire faites pas confiance à 100% aux journaux, etc., c'est compliqué, mais nous, je pense que c'est important de savoir aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que les journaux c'est tous pourris, c'est pas le cas, mais dire que rien n'est fait à 100%. On ajoute des indices, des pistes, et on recoupe. C'est comme une enquête policière. Quand on veut vérifier l'information, c'est une enquête policière. Et à un moment, on a un taux de certitude suffisant pour affirmer un truc. Moi, sur plein de sujets, je dis que je sais pas. Je dis que je sais pas. C'est pas grave de ne pas savoir. Un truc qui est super intéressant, alors parce que je parle plusieurs langues, c'est d'aller chercher la même information, mais Bien sûr. en différents pays, avec différents régimes Oui. politiques différents, et on la voit différemment. Alors oui, Et là où c'est intéressant aussi, c'est par exemple de se rendre compte que le Monde, qui pourtant pour nous reste une institution, va piquer des articles oui. à la BBC notamment, et ils sont mal traduits sur le Monde, et on retrouve exactement. Alors ça, c'est possible. ce qu'on a. Après, par exemple, je sais que, par exemple, sur les manifestations en Iran, le régime iranien a dit que les manifestations en Iran, donc des contestataires de régime, étaient manipulées par la France. Alors, je sais pas si, enfin, comment dire, c'est parce que la source vient d'ailleurs qu'elle est forcément plus pertinente aussi. Il faut Justement, faut être vigilant là. Voilà. Parce que le piège, ça pourrait te dire aussi, tout se vaut, je fais une moyenne. Mais par exemple, sur des sujets polémiques en Chine, peut-être, et il faut savoir, attention, il y a plein de soucis aussi sur la presse française. Mais voilà, il faut toujours avoir cette rigueur, effectivement, voir ce qu'il y a ailleurs, voir la valeur qu'il y a par rapport à. Et avoir en tête les biais culturels. Ouais, c'est compliqué. Et puis voilà, et puis ceux qui nous arrangent aussi, enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, bon, ça, vous savez, j'imagine, il faut remonter à la source, etc. On va passer. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer deux concepts d'esprit critique qui sont vachement utiles. Et le premier, je vais raconter une petite histoire. Je suis écrivain après tout. Et dans les années 50, je crois. Ouais, non, pardon. En 1593, en Silésie, je pense que c'est l'actuelle Pologne, il y a une rumeur qui apparaît comme ça. Et il y a un enfant qui se réveille un jour et on découvre qu'il y a une dent d'or qui a poussé dans sa bouche. Et vraiment, il y a une rumeur qui part comme ça dans tout le pays. Et il y a des grands savants du monde entier qui se disent, mais comment c'est possible qu'une dent d'or, enfin voilà, pourquoi est-ce qu'une dent d'or a poussé dans la bouche de ce garçon? Donc il y a des réflexions, ils avaient perdu une guerre contre des morts, je crois, ou contre excusez-moi, des Turcs. Donc c'était une récompense de Dieu, etc. Et donc, pendant des années, vraiment, il y a des débats sur pourquoi est-ce qu'une dent d'or a poussé de la bouche de l'enfant, et à votre avis, quelle était la raison? Non, mais le texte. Ah, vous connaissez ce texte? Oh, spoil. Donc, on va pas spoiler les autres. Alors, ceux qui ne connaissaient pas le texte, pourquoi est-ce qu'une dent d'or a poussé de la bouche d'un enfant? Mais la vraie question à se poser, c'est pas pourquoi une dent d'or a poussé de la bouche d'un enfant, c'est Est-ce vraiment une est-ce que c'est vrai? Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, c'est une feuille d'or qu'on avait collée sur la dent de l'enfant, et que les gens avaient divagué comme ça pendant des années avant de juste vérifier si c'était bien une dent d'or. Et en fait, ça a amené un concept très important d'esprit critique qui s'appelle, alors oui, la dent d'or de Fontenelle. Et c'est une phrase en fait très présente, c'est assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Et ça, on nous dit toujours de faire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit un truc, on s'énerve, et après on se dit, ah, en fait, c'était pas vrai. Mais oui, mais en fait, on s'est déjà énervé. Et après, le problème, c'est si on s'énerve, on est dans l'émotion, on s'engage, et c'est très dur de revenir en arrière. Et donc, il faut vérifier ça. Et je vais donner plusieurs exemples actuels qui arrivent souvent. La première, c'était il y a quelques mois, il y a la centrale nucléaire de Zaporizhzhia qui explose, et sur Twitter, c'est plein de choses sur Twitter, mais aussi personne qui dit, comme par hasard, ça explose le lendemain de la sortie d'un film qui va dénoncer le réseau pédophile de Zelensky. Alors, les complotistes sont fans de pédophilie, c'est leur truc. Et donc, il y a un grand réseau pédophile qui fait les élites gèrent un immense réseau pédophile. Et bien sûr, Zelensky en fait partie, mais pas Trump, pas Poutine. Bref. Et donc, voilà, comme par hasard, ça explose le lendemain de la sortie de Son of Freedom de Mel Gibson qui avait explosé ce trafic d'enfants. Alors, plutôt que de dire, les coïncidences, ça existe, peut-être qu'on pourrait se dire, mais attends, est-ce que ce qui est écrit là, c'est vrai? Et en fait, on se rend compte qu'il y a bien un film qui s'appelle Son of Freedom, qui est relativement mauvais d'ailleurs, que ça se passe. Alors, Mel Gibson n'a rien à voir avec ça, bien sûr,
Mel Gibson, en fait, c'est aussi une figure de proue complotiste, parce qu'il est un petit peu, selon lui, les Juifs dirigent le monde. Et donc, il est souvent comme ça, comme une sorte d'agent caché de Hollywood, qui est bien sûr infesté aussi. Voilà. Ça se passe en Colombie, donc rien à voir. Donc, en fait, en appliquant les principes de la loi d'Antifontaine, on se rend compte que l'affirmation, de base, elle est fausse. De base, elle est fausse. Mais l'affirmation qui joue sur l'émotion, on ne va pas la vérifier, on va d'abord s'offusquer. D'accord? Autre exemple, peut-être sujet un petit peu polémique, donc vous me direz. Est-ce que c'est à cause de l'aluminium qui contient que les vaccins causent l'autisme? Est-ce que les vaccins causent Est-ce que les vaccins l'autisme? causent l'autisme? D'accord? Alors, je ne vais pas en parler beaucoup parce que je sais que c'est un débat qui fait polémique, mais cette inquiétude que les vaccins causent l'autisme, elle est due à une raison très simple, c'est que le dépistage de l'autisme se fait en même temps que les vaccins. C'est une corrélation. Et en fait, on a fait plein d'études parce que les scientifiques sont pas. Enfin, si c'était vrai, c'est vrai, c'est très grave. D'accord? Et il y a un chercheur anglais qui a sorti un article là-dessus il y a 20 ans, qui s'est fait un peu comme Diderot, c'est incendié, sauf que maintenant c'est devenu une figure complotiste aussi, et il fait plein de conférences où il y a des millions, comme quoi ça rapporte. Donc ouais, la question c'est est-ce que c'est vrai? Alors peut-être que c'est vrai. Moi je pense pas. Je pense que c'est surtout corrélation, causalité. Corrélation, c'est si deux choses arrivent en même temps, ça ne veut pas dire qu'elles sont reliées. D'accord? Plus Nicolas Cage sort de films par an, plus il y a de morts par noyade dans les piscines aux États-Unis. Il faut que Nicolas Cage arrête de faire des films. Peut-être, mais pas pour ça. C'est une blague qui est intéressante, qui montre la causalité, parce qu'on a un lien de cause à effet. C'est une blague, c'est le chanteur Bono de YouTube qui en plein concert, il fait un concert comme ça, et puis il est très engagé politiquement, etc. Et il arrête comme ça et il fait ça. Et au bout de 30 secondes, comme ça, il dit, vous vous rendez compte, chaque fois que je tape dans les mains comme ça, il y a 100 enfants qui meurent en Afrique. Il y a quelqu'un qui fait, mais arrête de taper dans les mains! Voilà, corrélation causalité. Ok. Et pareil, il y a des grands débats sur les OGM. Attendez, excusez-moi. Ouais. Pardon, il y a des grands débats sur les OGM. Pourquoi elles sont mauvais? Mais est-ce que c'est mauvais pour la santé? Il y a plein de débats sur les OGM, il y a plein de débats sur les OGM, mais est-ce que c'est mauvais pour la santé? Eh bien, il faut s'enseigner là-dessus avant de se demander pourquoi c'est mauvais. Ok. Autre petite histoire. Ça se passe cette fois durant la Seconde Guerre mondiale. Et les Anglais bombardent l'Allemagne régulièrement. Et ils se rendent compte que tous les avions qui reviennent à la base ont des impacts de balles là où il y a des points rouges. Et ils décident de renforcer l'alliage des avions. Mais ils ne peuvent pas renforcer tout l'avion, sinon ce serait trop lourd. Donc ils doivent choisir des endroits où renforcer l'alliage. Quel endroit faut-il renforcer? Le pilote. Vous êtes trop intelligent, c'est pas ça. Le réflexe premier des gens, c'est de dire bon, bah là, c'était plafonné par les balles, on va renforcer ici. Là, c'était plafonné par là, c'est renforcé ici, etc. Ok? Et là, il y a un statisticien dont j'ai oublié le nom, Abraham Watts, qui dit il ne faut pas tout faire ça. Il faut renforcer là où il n'y a pas eu d'impact de balles. Pourquoi? Parce que tout ce qui a eu des impacts sont pas revenus. Exactement. Si l'avion peut rentrer à sa base avec l'impact ici, c'est-à-dire que les impacts ne sont pas dangereux. Par contre, tous les endroits où il n'a pas été touché quand il revient, c'est-à-dire que tous les avions qui ont été touchés à ces endroits-là, ils sont sous l'océan. Et ça révèle un truc très important qui s'appelle le biais du survivant. C'est un biais super important et au quotidien qui est très dur à prendre en compte parce qu'en fait, justement, on va tirer une vérité générale uniquement des exemples qui survivent jusqu'à nous. Parce qu'on oublie tous ceux qui n'ont pas survécu jusqu'à nous. Il y a plein d'exemples. Premier exemple, c'est une blague que j'aime bien. C'est un parachuté qui n'est pas parachute de son qualité, la preuve, personne n'est jamais venu se plaindre. Ah oui? Pourquoi? Parce que ceux pour qui les parachutes s'est ouvert, ils doivent plus revenir. Il y a du survivants. Il n'y a que ceux qui sont contents du service qui reviennent. Et il y en a plein. Là, je mets une photo de ça parce que je sais que ça capte toujours l'attention. Il y avait une étude en 87 qui était assez, comment dire? C'est un vétérinaire qui a remarqué que des chats qu'on amenait vers lui pour soigner, qui n'avaient pas de cassé, soit ils chutaient du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième étage, mais pas plus haut. Enfin, comment dire? Excusez-moi, je recommence. En gros, quand les chats arrivaient du premier au cinquième étage, avaient chuté du premier au cinquième étage, ils étaient dans un piteux état,
Mais au-delà du 5e étage, ils étaient au meilleur état. Et c'est pas normal, au contraire, plus tu chutes de bas, mieux tu dois être. Donc, sa déduction, c'était, ah, parce qu'il a eu le temps de se retourner, infamant, ça passe, etc. Il y a moins de survie. Sauf que, bien les survivants, en fait, malheureusement, la vérité est peut-être plus tragique que ça, c'est juste que si leur chat chute du 10e étage, bah, il y a beaucoup de chances qu'ils ne pêchent pas chez les vétérinaires, et les rares qui survivent ont eu des conditions extrêmement favorables, c'est pour ça qu'ils sont en meilleure santé. Ouais, il y a plein de... Là, à l'époque, on savait construire des vrais bâtiments qui tenaient. Ah oui, mais c'est oublié que 99% des bâtiments de cette époque ont disparu. Donc, ceux qui restent, forcément, ils sont solides. Et en version plus boomer, à l'époque, on savait faire de la bonne musique. Et non, je vous jure qu'à l'époque, il y avait aussi des groupes complètement infects, sauf qu'ils ont disparu. Et aujourd'hui, notre musique actuelle, voilà, mon débat sur Aya Nakamura il n'y a pas longtemps, c'est pareil. Il y a plein de groupes qui vont disparaître. Et on se souviendra de 3 trucs, on dira, ah, c'était quand même bon temps. Maintenant, ils écoutent, je sais pas ce qu'ils écoutent dans 50 ans. Donc c'est pareil, c'est le biais du survivant à l'échelle un petit peu sociale et musicale. Et c'est pareil, les prédictions. En 2008, elle prédit que vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde. Elle avait prévu Covid, ou pas? Il y a 500 prédictions là-dedans. Il y a une qui vient tomber. Elle avait aussi prévu la fin des télémarketeurs en 2015, alors qu'ils sont toujours là. Encore une fois, c'est facile à posteriori. Je peux dire j'avais raison. Ah oui, mais c'est peut-être qu'une coïncidence. D'accord? Le secret de millionnaire, c'est pareil. Et là, sur un sujet un peu plus sérieux, celui c'est Spatial Casanova, c'est quelqu'un je vous jure que je ne regrette pas. En fait, toute maladie peut se traiter en buvant du jus de légumes. Et donc, ils vendent des extracteurs à 200 euros, bien évidemment. Il a même dit qu'un membre coupé pouvait repousser avec du jus de légumes. Ah oui, oui. Et là, Il faut en prendre beaucoup. non, mais je vous jure que je ne caricature pas la vérité. Et forcément, se prendre du cancer, c'est quoi? C'est prendre du jus de légumes. Alors, attention, hein, les chimios, c'est horrible, c'est PHE, etc. Mais bon, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en commentaire, des gens qui vont dire guérir des cancers grâce à des soins. Alors déjà, encore une fois, hein, corrélation peut dire causalité. Il y a des rémissions du cancer miraculeuses, et c'est très bien que tu prennes pas son régime. Mais surtout, bah, ceux qui suivent son régime et que ça va fonctionner, ils sont pas là, les commentaires. Donc c'est toujours important. En fait, il ne faut jamais oublier la voix des invisibles, tout simplement. Et ça, c'est pareil qu'on voit des jeunes qui vont se lancer sur YouTube ou sur TikTok. Ah, tu tapes argent facile, j'ai 3 millions d'abonnés, ça y est, j'ai de l'argent. Ah oui, mais pour 2 mecs qui ont 3 millions d'abonnés, combien de centaines de milliers de jeunes n'ont pas d'abonnés? Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette perspective. Et ça, on oublie souvent. Ok. La deuxième partie que je voulais voir avec vous, elle est un peu plus méta, vous me dites, si ça vous intéresse. C'est en fait, on m'a souvent signalé par mes profs que bah, des fois, il peut y avoir des conflits avec ses élèves, pas des conflits méchants, mais il refuse la prendre l'information, il va être en contestation avec l'autorité que vous représentez ou l'information que vous pouvez divulguer, et bah, c'est un peu frustrant. Et ce que je propose, c'est décortiquer un petit peu comment ça fonctionne et donner des astuces pour bah, désamorcer ça et peut-être avoir une meilleure compréhension. Sans être prof moi-même, hein, il faut que je sois modeste. Bah, j'ai étudié un petit peu ça et voilà, ça pourrait. Déjà, dans un monde pur et parfait, on a un argument. Alors, conviction, c'est un mot que moi j'ai sorti pour distinguer de croyance qui viendra après, mais vous allez voir. J'ai un argument, il me semble valide, et donc ça arrive à une conviction. On va prendre un exemple très simple. Un avion ne pourrait pas voler si la Terre était ronde. Parce qu'il peut faire un truc comme ça. Moi, je sais que c'est faux, attention. Mais... Donc, solution, conviction, la Terre est plate. Ça, c'est un F qui a sorti ça une fois. Et ben, l'avion, il va tout droit, donc... Okay. Mais non, l'argument est là, et il amène une conviction. Parce que, c'est comme ça, c'est facile. Si je montrer que cet argument-là, il est mauvais. D'accord? Si on montre que l'argument, il est mauvais, et qu'un avion peut tout à fait voler sur une terre ronde parce que bah, c'est très grand, parce que plein de raisons, et bah si c'est la raison de sa conviction, il va changer d'avis. Et l'élève, quand j'ai montré, j'ai penché à la terre, j'ai montré que si c'est tout droit, bah voilà, qu'il pouvait faire ça, bah il n'a pas dit ah oui d'accord, elle est ronde parce qu'il y avait 30 élèves autour, mais en tout cas, on sentait que c'était juste un raisonnement qui est le mal intériorisé, qui faisait aboutir à la terre plate. Bon. Le problème, c'est quoi? Alors, je prends l'exemple de la Terre plate parce que c'est un peu caricatural, mais justement, ça permet de dégrossir un peu.
Ouais, l'argument est la cause de la conviction. Que généralement, c'est pas ça. Généralement, c'est je suis persuadé que la Terre est plate pour d'autres raisons qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, je sors une sorte de prétexte. Le fond des débats, c'est ça. Les débats, c'est pas ton argument, c'est pas un argument qui soutient ta conviction, c'est juste que tu as une conviction profonde. Tu vois, et C'est comme politique. non mais voilà, mais même sur comment gérer les élèves. Il y a une personne, enfin, voilà, qui dit ah, l'uniforme c'est bien. Voilà. Parfois, les raisons, c'est pas des raisons scientifiques, c'est juste qu'il y a des gens qui disent il faut plus d'autorité. Voilà. Et ça, c'est une sorte de croyance profonde. Et après, bah, ça va se traduire par l'uniforme, par ci, par ça. Je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas mon point de vue, vous avez plus d'expérience que moi là-dessus, mais c'est juste que ça va dans ce sens-là. Quand c'est politique, alors politique c'est important, hein, ça va être quelque chose qui est plus viscéral aussi. Et donc c'est compliqué de débattre parce qu'en fait, la gauche sortait des arguments contre ça, c'est pas la raison principale. Si la conviction profonde c'est qu'elle répète, ça va être un premier argument. Et si tu te débunk, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, t'en auras trois autres qui vont arriver. Et là, on va se dire, on va être très frustré, on va se dire, mais il n'écoute pas. Oh, il est con. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas la raison principale de cette conviction. Ça va dans ce sens-là. Désormais, l'argument est la conséquence de la conviction. Bah alors, dans ce cas, d'où elle vient cette idée? Bah, elle peut venir notamment des croyances. Quand je dis croyance, c'est très général. Ça peut être une croyance religieuse. J'ai une femme musulmane qui désespérait parce que son beau-frère, quand la terre était plate, elle disait donnez-moi des arguments, je sais pas. Ou ça peut être la croyance complotiste. Croyance, c'est pas péjoratif, hein, on a tous des croyances. Ça peut être des croyances religieuses, humanistes, c'est pas du tout. Voilà. Croyance complotiste, c'est ça, c'est je pars du principe qu'on nous ment, que le monde entier nous ment, voilà. Et donc c'est ça qui façonne les convictions. C'est pour ça que je pense que le vaccin c'est du poison, que la Terre est plate, que les reptiliens dirigent le monde, etc., etc. Et le problème, c'est que si tu essaies de prouver que les reptiliens ne dirigent pas le monde, là, c'est compliqué pour tu prouves que Macron c'est pas un reptilien. Non, mais c'est vrai, c'est impossible de prouver qu'un truc n'existe pas. Le problème, c'est que ça vient d'ici. C'est une croyance. Et on rajoute à ça d'autres choses. Par exemple, le biais d'engagement. Une personne qui pense que la Terre est plate depuis 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé de sa vie? Elle a généralement coupé les ponts avec ses amis, avec sa famille. Elle ne parle qu'à des gens qui sont platistes. Et donc, on est dans un biais d'engagement. Plus on reste avec une croyance, plus c'est dur de s'arracher de la croyance. C'est mathématique. Parce que ça fait une part de soi. Il faut séparer les gens et les idées. Je pense que c'est fondamental. Il ne faut pas oublier aussi que l'idée, ça infuse chez une personne. Si on croit quelque chose pendant très longtemps, c'est bien une part constitutive de nous. Donc, critiquer ensuite l'idée, même si ce n'est pas notre intention, c'est aussi critiquer la personne. Malheureusement. Parce que c'est très plus simple si on pouvait séparer les deux. Donc, voilà, biais d'engagement. Biais d'engagement, en fait, c'est plus tu t'investis dans quelque chose, moins tu changes d'avis. Ça, c'est un argument que je disais aussi au début de la guerre. On voit aussi ça malheureusement. Mais en Ukraine, par exemple, là, Poutine ne peut plus revenir en arrière. Je veux dire, il a déjà envoyé des centaines de milliers de Russes au front, quelques Indiens qu'il a. Je te dis, il y a des touristes indiens qu'il a piégés et ils ont envoyés au front aussi. Il joue son bateau. Et en fait, il est dans un biais d'engagement qui fait que il va pas décider comme ça de changer d'avis. Ça serait un suicide politique. Et même cognitivement, pas. Comment dire? Alors, biais d'engagement, un exemple QDG quand même que j'aime bien, c'est. Je me dépêche ensuite. Imaginez, vous partez, vous payez 2 jours au ski. D'accord? Donc 200 € non remboursables. Samedi et dimanche. Samedi matin, vous vous réveillez le temps affreux. Ablette. Vous allez prendre zéro plaisir à skier. Et il y a une super série qui vient d'arriver sur Netflix. Vous avez toujours envie de faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme vous allez au ski. Parce que vous avez payé 200 €. Ouais. Alors que rationnellement, ces 200 €, ils sont perdus. Que vous passez un bon moment devant la série, au moment terrible au ski. Bah bravo. Dans tous les cas, les 200 € sont perdus, mais je vais payer de l'argent. Alors, il y a des bons côtés. Hein. Par exemple, vous voulez vous mettre à la muscu. Le fait de savoir qu'on paye 50 € par mois, alors toujours des fois, on fait fort de garder, voilà. Mais ça va jouer, on va dire, c'est bon, je ne paye pas pour rien, je fais de la muscu. Et voilà, donc le biais d'engagement, il est très fort. Et ensuite, il y a aussi le contexte social. Un élève qui, dans une classe, s'oppose à vous, il y a tous ses copains qui sont autour, qui le regardent. Et là, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que son interlocuteur, c'est pas vous, c'est tes camarades. Et si on n'a pas conscience de ça,
c'est un dialogue de sourds. Il dit, mais je Ça comprends perd- rien, il écoute pas. Oui, bien C'est pas vous, c'est pas vous qui cherchez à convaincre. En rhétorique, la première chose qu'on enseigne, c'est à qui s'adresse ce message. Là, son message, ou même, je ne sais pas, ce matin, ça n'allait pas, mais il y a 2 jours, voilà, des petits malins qui essaient de, en intervention, bah, c'est pour faire rire des copains. C'est pas moi le messager, voilà. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça, pour pouvoir réagir, justement. Donc, contexte social. Contexte social. OK. Bon, alors, d'accord, c'est bien beau. Mais en fait, tout ça, tout ça, en fait, ça explique pourquoi s'attaquer à ça, ça sert à rien. Ou ça sert sur le long terme, en fait. Ça sert sur le long terme. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est des choses sur lesquelles il faut s'attaquer. Quand s'attaquer, c'est figure de style, hein, bien sûr. En tout cas, il faut comprendre tout ça. Alors là, croyances, des investissements et des... Ah oui, en plus, si l'élève, par exemple, dit que je n'ai pas d'accord, et vous dites que oui, qu'il a tort et que c'est vrai, qui peut admettre publiquement qu'il a tort? Je ne suis pas sûr de le faire. Hein. C'est pas Je suis pas sûr de le faire. C'est très compliqué. Surtout si, voilà, en plus, on est dans une culture en France où, ma vie personnellement, hein, où c'est dur d'admettre ses erreurs parce qu'on a peur des conséquences, etc., etc. Je pense qu'on gagnerait tous à pouvoir dire au public, je me suis trompé. Je pense que beaucoup de politiques aussi devraient pouvoir dire, je me suis trompé. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est dommage. Et vraiment, je trouve que c'est dommage parce que ça serait plus sain. Ça serait plus sain. Alors, bon, déjà, les croyances, on ne va pas changer quelques croyances. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est montrer que cette croyance n'est pas forcément automatiquement liée avec cette conviction d'Interplat, par exemple. Un exemple que j'ai eu, par exemple, c'était il y a ce plaisir, j'ai fait un long trait sur la théorie de l'évolution. Et pour expliquer un peu à quoi ça ressemblait, et pourquoi la théorie de l'évolution, ça veut pas dire que c'est plus une théorie, c'est qu'au contraire, c'est un modèle hyper robuste. Et la plupart des gens qui répondaient étaient des personnes religieuses, en tout cas qui croyaient. Et en fait, ma manière de réagir, c'était pas juste de dire tes croyances, elles sont idiotes, parce que c'est pas vrai. Et puis ça sert à rien, ça va. Ça les agresse. Ah oui, oui, et puis et moralement, c'est. Et en plus, ça ne sert à rien. Par contre, ce que j'ai dit, mais les gars, vous savez que l'un des plus grands, je ne sais plus son nom là, c'était un prêtre non, qui a fait la division. Il faut m'aider là. Celui avec des poids, il fait des poids, il a pu prouver en fait comment. C'est un abbé, je crois, Morel ou je sais quoi. En fait, il a vu qu'en fusionnant des poids entre eux, c'était pour voir un petit peu l'hérédité. Ah, mais les petits points de Mandel. Mandel, merci, le petit poids de Marlène. Il faut que je retourne à l'école. Vous voyez. Et voilà, et j'ai dit, ouais, cette chose. C'est quoi que je voyais une balle? non, 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 Oui, c'est ça. non, ouais, les poids de Marlène. Et j'aurais dit, ouais, vous voyez que c'est donc une personne religieuse qui a prouvé ce phénomène hyper important en sciences. Et après, pareil, j'ai dit, et Avicenne était le fondateur de la médecine moderne. C'est un musulman. Mais en fait, l'idée, c'est de leur montrer qu'on peut avoir ses croyances et garder ses convictions. Il y a un autre exemple qui a beaucoup été fait aux États-Unis contre le Covid, par exemple. Il y a beaucoup de républicains qui ont refusé de se vacciner. Qui ont refusé de se vacciner, par exemple, parce que c'est des bonhommes, parce que voilà, le Covid, c'est comme une fête. Et paradoxalement, Trump était pro-vaccin, c'était assez rare. Mais justement, un des arguments pour montrer qu'on peut concilier une croyance, on va dire, républicaine et un vaccin, c'est de dire, bah, le vaccin il est américain. Donc vous êtes patriote en faisant ça, en vaccinant. Oui, alors, peut-être que nous, ça ne nous parle pas cet argument, mais le but, c'est pas de convaincre nous. C'est de jouer sur leurs propres croyances et montrer qu'elles ne sont pas inconciliables. Ou dire, oui, mais si vous êtes vacciné, vous serez moins malade, et donc vous pourrez continuer à travailler pour relancer le pays. L'idée, c'est en fait, c'est de voir quel argument on va leur. Et comment je peux. Je me dépêche un peu parce que le temps passe. Ce bain d'engagement, alors, on va tout passer d'un coup. Si les personnes avaient pendant 20 ans dans une croyance particulière très forte, elle va pas tomber du jour au lendemain. Et si vous coupez les points avec elle, c'est fichu. D'accord? Une personne qui est dans une secte, par exemple. Il faut se dire, en fait, si elle commence à avoir un doute là-dessus, est-ce qu'elle viendrait me voir? Si la réponse est non, faire quelque chose. Si on se moque d'elle, de fait, elle n'ira jamais venir voir si elle commence à douter, par exemple, sur des croyances très lourdes. Donc, garder contact. Malgré tout, montrer que c'est l'idée qu'on attaque. Et moi, il y a un truc que je fais, c'est que, en fait, ça, c'est un truc qui fonctionne très bien. C'est, je cherche jamais à convaincre quand je débat. Par contre, j'explique pourquoi les circonstances ont fait que moi, je pense quelque chose de différent. Durant le Covid, il y avait un jeune homme, parce que j'étais écrivain, il avait des questions.
Et il m'expliquait qu'il ne voulait pas se faire vacciner et que donc il était un peu seul parce que c'est à l'époque où son vaccin, donc en fait, il sortait plus de chez lui. Et moi, ça me faisait un peu de la peine quand même. Et en fait, je lui ai dit, je lui ai pas dit, bah dis donc, je t'explique pourquoi le vaccin c'est bien. Et alors ça, je lui ai dit, bah, écoute, moi je t'explique pourquoi moi je me suis vacciné. Parce que moi, je suis en bonne santé, etc. Par contre, moi j'ai un grand-père qui a 84 ans que j'ai envie de voir, etc., etc. En fait, je lui ai pas dit, voilà, je lui ai juste dit pourquoi moi. Et en fait, le fait de dire ça, déjà, je trouve ça assez respectueux parce que je cherche pas à convaincre, tu dis ton point de vue, tu montres l'altérité, tu montres qu'il y a différents points de vue possibles. Et lui, ça en fera une réflexion qui pourra le nourrir quand il le décidera. Donc en fait, c'est une sorte de storytelling, c'est d'expliquer les circonstances qui t'ont poussé toi à croire un truc différent. Donc c'est pas des hypocrisie, puisque tu dis que tu penses pas la même chose que lui, mais tu expliques ton parcours pour montrer que d'autres raisonnements sont possibles. Ok. Et le contexte social, bah déjà, si son but c'est de faire juste pas malin pour ses camarades, il va pas écouter les arguments. Donc la seule chose, c'est de casser ce contexte social, dire je vais me voir à la fin d'heure, on discutera, etc. Parce que son but, c'est pas de se convaincre. Donc voilà, on ne peut pas gagner l'échange. Et on va quitter l'affrontement. Parfait. Donc là, il reste 5 minutes. J'ai 2 questions. Non, je vais continuer en fait. Non, mais en fait, ouais. Quelques conseils généraux sur tout ce qu'on a vu aussi. Commencez par un sujet neutre et aller sur un sujet plus polémique. Par exemple, il y a des fois des jeunes qui disent ah, moi, les Américains sur la Lune, j'y crois pas. De toute façon, la photo du drapeau, elle est fake, il n'y a pas d'étoiles, etc. Ok. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends ce genre de photo. Je dis, tu vois, là, la fille, elle a des dents toutes maigres. Ah, bah oui, ah, bah non. En fait, c'est un set de popcorn. Donc, en fait, la photo, c'est pas forcément un instantané de la réalité. Voir des effets d'optique comme ça. C'est un set de popcorn qui reste devant les dents. Et bah, c'est pareil. Et là, il n'y a pas d'étoiles sur la photo, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est studio. C'est juste que cette photo-là, par exemple, vu l'éclairage, ne peut pas en transmettre des étoiles qui sont beaucoup trop faibles dans l'espace. Donc voilà, donc je prends un truc neutre où on peut avoir un commun accord, et après, je vais sur un sujet un peu plus polémique. Autre point important, il ne faut pas faire ce qu'on appelle un homme de paille. Un homme de paille, c'est je vais caricaturer la position de l'adversaire, parce que c'est facile à attaquer. Moi, je me sens grandi, sauf qu'en fait, je suis minable parce que j'ai pas réussi. Par exemple, je sais pas, moi, je suis plutôt pour vaccin, si anti-vaccin. Si je lui dis quelque chose, la version, tout ce que tu veux, c'est faire crever les vieux, ça va pas avancer grand-chose. D'accord? Donc, c'est pas intéressant. L'homme de paille n'est pas intéressant, sauf si votre but, c'est juste un effet rhétorique. Alors, analyser n'importe quel débat politique, c'est gavé d'homme de paille. Hein. C'est de toute façon, monsieur, en 1942, je sais où vous auriez été. D'accord? Ce qu'il faut essayer de faire, c'est le contraire, c'est ce qu'on appelle un homme de fer. En fait, ça marche très bien. C'est plutôt que dire chose, c'est attends. Si tu permets, je vais essayer de reprendre ton raisonnement et tu me corriges une autre. Donc le but, c'est de répéter le raisonnement de l'autre et d'attendre sa validation pour éviter justement tous les biais qu'on peut avoir via l'émotion, etc. Dire, voilà, et on se dit, voilà, est-ce que ce que je viens de dire, est-ce qu'il est correct? Non. Ah bah j'en commence. Et en fait, ça va permettre 2 choses. Déjà, la personne en face va se dire, il m'écoute. Il veut vraiment discuter avec moi et il respecte ce chance. Et nous, ça nous permet un truc très simple. Déjà, peut-être se rendre compte que c'est nous qui avons tort. C'est facile de débattre, de penser avoir raison. Et 2, de mieux comprendre l'argument et de mieux sortir un argument, justement, une réponse qui sera efficace. Parce qu'on sait désormais pourquoi il fait ça. Pourquoi il pense ce qu'il pense. Alors, vous avez 2 minutes ou il faut filer? Je vous montre une petite vidéo. Ah oui, principe de charité, partie du principe que l'autre est sincère. On oublie souvent ça sur les réseaux. Les gens sont majoritairement sincères et majoritairement, ils ne mentent pas. Par contre, ils sont persuadés que les autres mentent. On est beaucoup moins, voilà. Alors, une petite vidéo que j'ai traduite, en sous-titres, d'un journaliste américain qui parle à un pro-Trump qui contre-envoie l'aide américaine en Ukraine. Regardez les arguments qui sortent, vous verrez qu'il va écouter l'autre et sortir des arguments qui vont aller dans le sens du républicain. Et après, je vous laisse finir. Biden's foreign policy is awful. What about it do you not like? I don't like how he's stoking the flames of war, basically. Ukraine, I don't think we should be as big of a part of that as we are. Why not? It's kind of their fight, honestly. I don't think it's really our place to be sending all of our taxpayers' dollars over there. You know, just... When a country attempts to invade a sovereign country right next to them,
Don't you think we should attempt to at least preserve liberal democracy across Europe in any way we can? I mean, I guess it kind of depends. I just think in that situation, we shouldn't. They're pretty corrupt, in my opinion. More corrupt than Russia, though? No, I wouldn't say so. It feels like there's an alternate reality where we didn't do anything at all, and Russia was able to take Ukraine with absolute ease, you know? They were able to just march in there, take everything, and then what's next? What if they want to take the next country, and then the next country? Eventually, it's going to turn into US soldiers having to get involved. We literally gave like a very small portion of our GDP, and we've crippled our biggest enemy, both militarily and economically, right? Russia's not going to recover for decades. Doesn't it feel like this was a good return on investment? Yeah, I guess Doesn't it feel like, from a conservative point of view, we should be trying to cripple our enemies with the least amount of debts and the least amount of investment possible? I agree. And this allowed that to happen. Then yes, it was definitely worth it. Yeah, cool. I agree, yeah. And I agree with your point that we don't want him to keep going on if we didn't intervene with Ukraine. I don't know, I guess it kind of makes sense. There's a middle ground to every topic, right? So. Donc, ça, bon, bref. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, le républicain a reconnu ça comme c'est intéressant. Donc voilà, donc comme quoi, écouter l'autre, reprendre les arguments et essayer de s'imaginer ce qui pourrait convaincre lui par rapport à ses propres valeurs. C'est un truc qui peut bien fonctionner. Je vous remercie, c'était un peu court. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci.